Alors, bonjour à tous. Je veux juste, je suis Vincent Poitou, je suis le directeur du centre de recherche du CHUM. Je veux juste vous dire bonjour, accueillir très brièvement, remercier nos quatre conférencières et conférenciers du jour. Vous remercier tous de vous être présentés virtuellement à cette conférence. Vous dire que ce sera donc notre dernière conférence du CRCHUM de l'année universitaire. On reprend en septembre, pour le moment probablement sur le même mode jusqu'à nouvel ordre. Et puis je vais laisser Dr Lise Gauvin vous présenter les conférencières et le conférencier. Et je vous souhaite à tous un bon été. Merci. Merci Vincent. Alors, effectivement, j'aurai le plaisir d'animer cette belle séance qui clôture bien notre année des conférences du CHU. Alors, je vais brièvement présenter les quatre conférenciers et conférencières et ensuite, je vais céder la parole à l'équipe qui fera une présentation d'une 40aine de minutes et il y aura ensuite une période de questions. On vous invite à utiliser le bouton chat ou clavardage pour formuler vos questions et je ferai de mon mieux pour les partager avec les conférenciers et conférencières. Alors, d'abord, Marie-Pascale Pomé, qui est professeure titulaire au département de gestion et évaluation politique de santé à l'École de santé publique, mais aussi professeure titulaire au département de médecine de famille et de médecine d'urgence de la faculté de médecine. Elle est titulaire de la chaire en évaluation des technologies et des modalités de pointe du CHUM sur l'engagement des citoyens et des patients dans la transformation des organisations et du système de santé. Cette chaire est appuyée par le M3S, le FRQS et le Centre de recherche du CHUM. Elle est co-directrice aussi du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Ensuite, il y aura Annie Talbot qui va présenter également, qui est co-directrice médicale de la direction coordination réseau. Elle est médecin de famille, elle est membre du service de médecine générale du CHUM depuis 2000, au service de consultation liaison de l'URES, c'est-à-dire l'unité hospitalière de recherche d'enseignement et de soins sur le sida, puis au service de la médecine des toxicomanies depuis 2015. Elle est également professeure agrégée de clinique à l'Université de Montréal et chercheure investigatrice au Centre de recherche du CHUM, affiliée avec le Carrefour de l'innovation. Marie-Ève Desrosiers est directrice coordination réseau au CHUM et gestionnaire du COFRE, c'est-à-dire le Centre d'optimisation des flux réseau, et du COULSI, qui est le Centre d'optimisation occupation des lits de soins intensifs. Elle est gestionnaire qui œuvre dans le réseau depuis plus de 15 ans, chercheur professionnel de la santé au CRCHUM, aussi affilié avec le Carrefour de l'innovation du Centre de recherche. Elle est chargée d'enseignement clinique aussi à l'Université de Montréal. Finalement, il y a aussi Bertrand Leboucher, qui est chercheur clinicien, qui est spécialiste en soins primaires pour les personnes vivant avec le VIH ou l'hépatite C dans le service des maladies virales chroniques de l'hôpital Glenn au CUSUM. Il est aussi professeur agrégé dans le département de médecine de famille à l'Université McGill. Il développe actuellement une nouvelle mesure patient connecté et adapte une application mobile qui est nommée Opal pour améliorer le parcours des soins VIH et suivre les patients COVID-19 à domicile. Il est responsable de la chaire de mentorat de la STRAP, c'est-à-dire la stratégie de recherche orientée vers les patients des IRSC, et sur les essais cliniques novateurs dans le VIH. Alors, sans plus tarder, je vais céder la parole à Marie-Pascale et ils vont initier la présentation. À toi, Marie-Pascale. Un immense merci, Lise, pour cette belle présentation. On est vraiment tous les quatre excessivement heureux d'être parmi vous et de clôturer ce cycle de conférences sur un projet, en tout cas, qui nous tient très à cœur, qui s'appelle Techno-Covid Partenariat, qui est un programme de recherche en soutien au développement des technologies et du partenariat avec les patients, les proches et les usagers, qui est conjoint avec le CHUM et le CUSUM et qui a été réalisé dans le contexte de la Covid-19. Alors, nous sommes tous les quatre à présenter, mais Cathy Malas aurait vraiment souhaité être parmi nous aussi, donc qui est adjointe au directeur général du CHUM, mais malheureusement, elle était prise dans d'autres réunions. Et aussi, Didier Jutra-Asvad aussi aurait souhaité être présent avec nous, ainsi que Frédéric Lavoie. Mais donc, au nom aussi de nos trois collègues, nous présenterons aujourd'hui.
Là, c'est rapidement pour vous dire que nos déclarations d'intérêt, donc je vous laisse les lire là, mais bref, on va plutôt passer aux choses sérieuses, entre guillemets. Donc, le développement, je vais vous raconter un peu la petite histoire qui se cache derrière ce programme. Tout d'abord, je voudrais vraiment avoir l'opportunité de remercier la direction générale et en particulier donc Dr Fabrice Brunet et Cathy Malas qui, donc, dès le début de la pandémie, se sont souciés du problème à la fois de l'isolement social des patients et de leurs proches, en lien évidemment avec les mesures de protection qui étaient mises en place pour limiter les risques infectieux. Et ils avaient vraiment le souhait de faire en sorte que la qualité et la sécurité des soins et des services soient maintenues, mais tout en maintenant bien sûr un partenariat avec les patients. Donc, très vite, ils se sont retournés vers le centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public et la chaire que je dirige pour essayer de voir ensemble comment on pourrait mettre en place un certain nombre d'interventions qui seraient non seulement au niveau social, mais au niveau technologique. Et la demande aussi était assez spécifique, c'est-à-dire que l'on souhaitait avoir un système d'évaluation en continu des différentes interventions qui pourraient être mises en place. Et ça a débouché quand même sur 8 projets simultanément menés. Donc, c'est ce que je vais vous présenter comme introduction à notre présentation d'aujourd'hui. Le premier projet donc, consiste à un prêt de téléphone par le service de bénévoles. Donc, vous savez que comme les personnes qui étaient hospitalisées n'avaient plus de visite, il y avait beaucoup d'isolement social. Donc, le CHUM a eu la chance de pouvoir récupérer 75 téléphones intelligents qui ont été donc mis à disposition de l'ensemble donc des patients hospitalisés. Il y a eu un deuxième projet qui donc utilisait la plateforme React et là d'une façon tout à fait innovante qu'on n'avait pas encore utilisée de cette façon-là. C'est vraiment la capacité de faire des téléconsultations au sein même du CHUM, permettant aux professionnels de faire des consultations et évitant comme ça les entrées et sorties dans les chambres. La possibilité aussi de faire le suivi à distance lorsque les patients étaient à domicile et bien sûr aussi de la téléexpertise, donc de permettre aux professionnels de pouvoir échanger sur les meilleures pratiques. Et ça a été instauré non seulement dans les unités Covid+, mais aussi dans les unités Covid-. Le projet 3, c'est le développement donc, et l'utilisation d'objets connectés. Là encore, vraiment deux éléments importants qui consistent à pouvoir suivre l'oxygène dans le sang, donc grâce à un saturomètre et bien sûr aussi la glycémie grâce à des glucomètres. Donc, il y a eu tout un travail de sélection de ces objets connectés pour voir ceux qui seraient les plus pertinents dans le contexte du CHUM. Ensuite, le quatrième projet a été la constitution d'une communauté de bénévoles pour passer des appels de courtoisie. Donc, c'est vraiment une très belle initiative conjointe entre le CEPPP, la direction générale, la chaire et surtout donc, le service de bénévoles, animation et loisirs. Et je voudrais vraiment remercier ici beaucoup Nicolas Alano qui a fait un travail absolument remarquable pour faire en sorte donc que ce projet puisse se mettre en place. Et je vais vous présenter les résultats de ce projet-là un petit peu plus tard. Le projet 5, donc, je dirige un projet qui s'appelle Parole Onco pour la mise en place de patients accompagnateurs dans la trajectoire de soins des personnes qui sont aux prises avec un problème de cancer. Et nous avons eu une demande de la part des chirurgiens qui opéraient en temps de Covid des cancers du sein pour s'assurer quand même que les patients puissent avoir un contact avec d'autres patientes accompagnatrices qui pourraient les aider à mieux vivre cette situation totalement inédite. Donc, les patientes ont été amenées à être en contact avec, les patientes accompagnatrices ont été mises en contact avec les patientes donc avant la chirurgie et après la chirurgie pour vraiment les aider à vivre le mieux possible cette situation. Le projet 8 consiste en l'introduction d'un robot compagnon. Donc, le CHUM en a fait l'acquisition il y a quelques jours pour être capable de répondre justement au problème de l'isolement, non seulement en psychiatrie, mais aussi dans certaines unités pour les personnes âgées. Puisqu'effectivement, dans la littérature, on se rend compte de plus en plus que les robots compagnons peuvent avoir vraiment une utilité intéressante pour briser l'isolement, mais aussi pour avoir des interactions plus globales. Le projet 7, eh bien, c'est celui aussi sur lequel on va s'attarder un petit peu plus grâce à mes deux collègues, donc Dr Talbot et puis aussi Marie-Ève Desrosiers. Donc, c'est vraiment la mise en place d'une plateforme de télésuivi et d'appel de télésoins pour les patients Covid+ à domicile.
Et finalement, donc le projet 8 a été la création d'une équipe de soutien et de communication aux familles, puisque comme les familles n'avaient plus accès aux différents patients, mais aussi aux équipes cliniques, on a mis en place donc une équipe de 3-4 personnes qui permettait de faire le lien entre les patients, les familles et l'équipe. Alors, le développement des projets au CUSUM, je vais me permettre de le présenter, mais tu interviens quand tu veux, évidemment, Bertrand. Donc, simultanément à ce qu'il se faisait au CHUM, il y avait d'autres initiatives qui étaient en train de naître au CUSUM. Donc, tout d'abord, aussi la mise à disposition de téléphones intelligents, qui permettaient aux patients de pouvoir garder le contact avec leur famille. Et puis, Bertrand, lui, travaillait déjà depuis quelques mois sur l'application Opal, qui avait été développée dans le contexte de l'oncologie, mais qu'il essayait de mettre à profit aussi pour les patients HIV. Et là, voyant arriver la Covid, il a eu évidemment l'idée ingénieuse de dire que ça serait aussi un bon moment pour l'adapter à un autre type de pathologie. Et lors d'une émission sur Radio-Canada, j'ai entendu parler surtout de la première initiative sur les téléphones. Et donc, j'ai pris contact avec les personnes qui étaient en charge avec le déploiement et qui m'ont mis en contact avec l'équipe de recherche, donc docteur Inès, et qui m'a ensuite amené à rencontrer Bertrand. Alors, le programme de recherche, on est une grosse équipe, hein, on ne pourrait pas réaliser ça tout seul. Donc, comme vous voyez, donc, il y a Inès Colmegna qui est là, et puis d'autres personnes aussi du CUSUM et du CHUM et des 2 centres de recherche. Et je voudrais vraiment surtout soulever que parmi les chercheurs principaux, nous avons Alexandre Grégoire et aussi Serge Vicente, qui sont donc 2 patients partenaires qui travaillent avec les chercheurs depuis le début. Donc, peut-être, Alexandre, est-ce que tu voudrais intervenir pour nous dire un peu comment tu as été impliqué? Oui, bonjour Marie-Pascale, bonjour tout le monde. En fait, je ne suis pas capable de démarrer ma vidéo, mais ce n'est pas très grave. Merci de me lancer la parole. Je ne prendrai pas beaucoup de temps non plus. On a le temps est compté aujourd'hui, mais j'ai participé avec l'équipe de Marie-Pascale au sein du CHUM, avec Cathy Maas également, depuis le début à élaborer un peu ce qui pourrait aider dans la situation actuelle COVID, ce qui pourrait aider à l'amélioration un peu des soins auprès des patients, puis pour améliorer aussi leur capacité à prendre contact avec l'équipe de soins, avec leurs proches, et tout en gardant à l'esprit que les risques de contamination étaient très importants aussi au début de la COVID. Donc, merci de me donner cette place. Puis, en fait, un super projet qui avance bien, qui avance vite, à la vitesse grand V, et c'est très intéressant pour moi. Merci. Et puis toi-même, tu avais connu beaucoup de périodes d'isolement dans ton parcours, donc tu étais à même vraiment de pouvoir évaluer les besoins des patients. J'ai oublié de mentionner en fait que je suis à la base patient partenaire avant de travailler au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients publics et aussi dans la stratégie de recherche axée sur le patient provincial et national. Je suis un patient fibrose kystique diabétique et transplanté des poumons et du foie au CHUM, donc des périodes de confinement comme celle-là, comme celles que les patients COVID ont vécues et vivent encore un peu. Je les ai vécues, donc j'ai pu mettre à profit cette perspective-là de soins au sein de l'équipe. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Puis je voudrais aussi remercier Caroline Wang donc, du CEPPP qui a énormément travaillé aussi sur l'ensemble de ces différents projets. Donc, nous avons 2 utilisateurs de connaissances qui sont les docteurs Fabrice Brunet et Pierre Feller. Et je voudrais remercier vraiment toute l'équipe de professionnels de recherche qui a travaillé, mais comme des fous au cours de ces 3 derniers mois pour mettre en œuvre tous ces projets. Puis, je voudrais remercier encore beaucoup les étudiants en médecine et en psycho qui nous m'ont aidé à faire en sorte que je puisse présenter aujourd'hui les premiers résultats de ce projet, de ce programme. Nous avons beaucoup de collaborateurs au CHUM qui nous permettent de faire en sorte que ce programme puisse se mettre en place. Donc, je voudrais vraiment aussi souligner leur importance et les remercier infiniment pour leur soutien. Alors voilà, la grande nouvelle est tombée. Nous avions soumis le 12 mai ce programme pour financement et nous avons été les heureux élus à 8%, c'est ce que Bertrand me signalait. Et je viens d'apprendre par Vincent qu'il y a eu 3 projets qui ont été financés au CRCHUM. Donc, on est effectivement très heureux de cette décision puisque ça ne nous avait pas empêché de commencer parce qu'on savait que le temps était un peu compté. Donc, en tout cas, on va profiter de ce financement pour consolider la possibilité de vraiment apprendre le plus possible de cette situation.
Donc, les objectifs de notre recherche, c'est vraiment de mettre en évidence les différents mécanismes qui permettent d'implanter des innovations, qu'elles soient sociales ou technologiques, et de voir de quelle manière elles peuvent avoir un impact au niveau clinique et organisationnel. On s'intéresse aussi à différents groupes de population, bien sûr, en fonction des âges, en fonction de la gravité, en fonction aussi de la santé mentale, parce qu'on a eu au CHUM une unité Covid santé mentale, donc tout à fait particulière. Et on voulait aussi voir de quelle manière les patients accompagnateurs ou les bénévoles pouvaient contribuer aussi à cette situation. On a prévu aussi de faire des analyses de coûts, d'identifier les facteurs qui pourraient favoriser ou entraver la mise en place de ces innovations dans des contextes de crise sanitaire et bien sûr d'évaluer les modalités d'accessibilité des données en temps réel pour être capable de pouvoir réajuster la prise de décision de façon la plus agile possible. Alors, pour monter notre projet, on a fait d'abord des études préliminaires, des entrevues. Je vais passer rapidement, mais quand même, ça m'a permis de rencontrer 21 personnes, à la fois hospitalisées, non hospitalisées, avec des âges différents, et aussi venant de Montréal et de l'extérieur. Et c'était excessivement intéressant de les entendre pour essayer de mieux comprendre leurs besoins. D'abord, au niveau des personnes à domicile, puis ça va rejoindre les travaux qui sont faits par Bertrand, beaucoup d'inquiétudes envers les symptômes, des nouveaux symptômes qu'ils ne connaissaient pas, sachant pas très bien à quel moment ils devaient consulter, et une grande peur de mourir. Pour les personnes hospitalisées, toujours la peur de mourir, aussi l'absence de communication avec les proches très difficile, la peur de transmettre aussi aux équipes cliniques. Et lors de la transition, les personnes disaient que finalement les proches étaient très peu, voire pas du tout, impliqués dans le transfert d'informations et ils n'étaient pas toujours à même de retenir tout ce qu'on leur disait, donc l'importance de pouvoir le faire. Et finalement, le retour à domicile, avec beaucoup de symptômes encore présents et la gestion de ces symptômes pas toujours évidente à faire. Donc, on a proposé un devis d'études de cas en profondeur. Donc, c'est sur ces différents projets, avec à la fois une étude au niveau clinique de l'impact que ça pouvait avoir et aussi au niveau organisationnel, en utilisant donc des données qualitatives et quantitatives. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais on a développé donc des questionnaires qui nous permettent vraiment, à partir de questionnaires qui avaient été validés, de mesurer le degré de partenariat pour être sûr qu'il est quand même maintenu, de regarder aussi comment était vécu l'isolement, de voir l'impact sur la qualité et la sécurité des soins, et finalement, comment était perçue l'utilisation des technologies, et ça, à la fois du point de vue des patients, des proches, des professionnels et des gestionnaires. Là, c'est pour vous donner un peu une vision d'ensemble de ce qui s'est passé au CHUM. Vous voyez là donc les courbes. Docteur Deligne, qui est aussi co-chercheur avec nous, suit ça de très très près. Donc, on voit bien en tous les cas les courbes descendantes. Comme vous pouvez voir, là, vraiment, on est en train donc, de rentrer dans une période vraiment différente de celle qu'on a vécue au cours des 2 mois et demi derniers. Alors, je vais faire un petit focus sur le projet 4. Le projet 4 qui est vraiment un très beau projet mené donc avec le service des bénévoles animation et loisirs. Il y a quand même 45 bénévoles qui se sont prêtés à la réalisation de 3568 appels. Donc, c'est assez impressionnant. Vous voyez le nombre de minutes que ça fait. Et pour des appels qui duraient en moyenne donc 8 minutes et demie. Dans 38% des cas, ils avaient donc des appels qui aboutissaient. Beaucoup d'appels, par contre, non répondus, donc à 52%. Et vous voyez avec ce joli cercle de toutes les couleurs qu'on a touché vraiment tous les différents services du CHUM, à l'exception vraiment des unités de soins intensifs et aussi la psychiatrie fermée. Mais sinon, tout le monde y a eu le droit. Et vous voyez ici que 51% des personnes qui ont eu des appels étaient des hommes. Je vais vous revenir un peu sur les thématiques qui ont été abordées lors de ces appels de courtoisie. Donc, beaucoup le problème de relation avec les proches, les amis et la famille, comme quoi c'était vraiment difficile à vivre. Les conditions d'hospitalisation aussi et de suivi à domicile, comment ça allait se passer. Ensuite, la maladie et les symptômes, comment ils vivaient ça. Et finalement aussi la grande difficulté de vivre dans cet isolement. À partir des 271 personnes qui étaient éligibles à notre projet, on a quand même été capable de faire 57 recueils de données par questionnaire. Et ça a été réalisé donc entre le 28 mai et le 17 juin. Alors, c'est vraiment tout chaud, ça vient de sortir. On a fini ça hier. Donc, au cours des 24 dernières heures, les personnes qui ont répondu au questionnaire se sentaient quand même, dans 26% des cas, encore très, très anxieuses et angoissées. Mais vous voyez que finalement, ça se répartit assez 50-50. Donc, entre les personnes qui vivent encore des situations difficiles et celles qui sont quand même capables d'assez bien les gérer.
Ensuite, je me suis un peu plus polarisée sur les personnes qui étaient vraiment en accord avec un certain nombre de dimensions en lien avec la relation patient-soigné. Et vous voyez que vraiment les patients ont eu l'impression, en tout cas, de pouvoir bien collaborer en donnant beaucoup d'informations à l'équipe clinique, comme vous le voyez ici avec 73%, et qu'eux-mêmes recevaient donc de l'information suffisante pour leur état de santé dans 65% des cas. Ce qui est vrai aussi sur l'impression d'être pris en considération et ce qui compte pour eux. Et finalement, quelque chose d'un petit peu moins présent, là, c'est vraiment leur participation à la prise de décision. Donc ça serait vraiment une piste intéressante à regarder. Au niveau donc, du climat relationnel, on voit que vraiment il y a une immense confiance donc, de la part des patients envers les équipes de soins. Là, on est quand même à des 84 et quelques %. Il y a aussi le fait que l'expérience avec la maladie est reconnue et prise en compte par l'équipe de soins. Et puis derrière se retrouve beaucoup d'empathie de part et d'autre, hein, que ce soit du côté des patients que du côté des professionnels, ou encore je peux faire part à l'équipe donc de mes préoccupations, puisque ça c'est quand même important de pouvoir rapidement ramener des choses qui se passent moyennement bien. Et finalement, le côté psychologique pourrait quand même être encore un peu mieux pris en considération. La qualité et la sécurité des soins perçus par les patients, eh bien, d'une manière vraiment globale, à 77,20%, les patients se sont sentis vraiment en sécurité. Ils ont eu aussi l'impression de recevoir les soins en temps opportun. Donc, ça, c'est important en période de pandémie où il y a quand même une difficulté pour pouvoir entrer et sortir dans les chambres. Ça n'a pas quand même trop interféré. Et j'ai l'impression de recevoir mes soins au bon moment aussi. Vous voyez que les chiffres sont à 65%. Les appréciations globales des appels de courtoisie, eh bien, on voit ont vraiment bien répondu aux besoins des patients dans 64,20% des cas. Et puis, une personne sur deux, ça lui a donné la possibilité de créer un lien de confiance avec une personne externe et aussi, finalement, de se sentir moins isolé. Donc là, je vais laisser la place à Bertrand pour nous présenter ce très beau projet aussi qui est mené au CUSUM. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous présenter notre nouveau projet qu'on devrait normalement débuter d'ici une semaine, 10 jours, Opal Covid, qui est vraiment une application mobile pour le suivi quotidien à la maison des personnes Covid-19. Diapositive suivante. Donc, pourquoi s'intéresser à cette population qui est à domicile? Car finalement, si on regarde au Québec, 95% des personnes qui ont été diagnostiquées avec cette pathologie on leur a demandé de s'auto-isoler à la maison. Et ça peut être une expérience, cette auto-isolation, un mouvement assez bouleversant. Beaucoup de personnes ont rapporté le fait qu'ils ils étaient aussi isolés des soins. Et alors, on s'est demandé comment on peut les reconnecter à distance avec les soins, comment on peut les rassurer, tout en préservant les professionnels de santé afin qu'ils ne soient pas eux-mêmes contaminés par cette maladie. Et c'est vraiment donc l'origine d'Opal Covid. Diapositive suivante. Alors, il y a déjà depuis plus de 2 ans en oncologie, dans mon hôpital, au Centre universitaire de santé McGill, il y a Opal, qui est un portail santé connecté, qui a été développé par Laurie Andren, qui est une patiente et chercheur à l'université McGill, qui nous a quittés en juin il y a 1 an, et qui est vraiment à la source de cette application, de ce portail patient. Et elle a toujours voulu, elle nous a demandé ensuite toujours de répondre aux besoins des patients en premier. Donc, c'est vraiment un portail qui est fait d'abord pour les patients et pas pour les soignants. Donc, lors de son décès, la presse avait beaucoup parlé en fait de tout ce qu'avait voulu faire Laurie Andren pour être en contrôle de ses soins, pour être sans cesse connecté avec ses soins, pour avoir accès à ces informations médicales. Et c'est ce qui fait qu'il y a ce portail absolument incroyable qui marche très, très bien déjà depuis 2 ans en oncologie. Diapositive suivante. Alors nous, ce qu'on s'est dit quand on a vu débuter en fait, cette nouvelle pandémie, c'est voilà, comment on peut rétablir le lien professionnel, donc le lien avec les professionnels de santé. Il faut qu'on arrive à aider, ça peut être une bonne occasion pour aider les personnes qui sont atteintes par cette maladie de surveiller elles-mêmes leurs symptômes, des symptômes surtout au début qu'on ne connaissait vraiment pas bien. Et puis surtout, l'intérêt, c'est de pouvoir intervenir précocement s'il y a une détérioration. En particulier, cette détérioration, elle est parfois difficile à percevoir, en particulier au niveau de la saturation en oxygène.
Et donc, on s'est dit, Opal peut nous aider à faire tout ça. Et aussi, ce qu'on peut faire, c'est donner du matériel éducatif à propos de la COVID-19 directement dans l'application Opal qui soit disponible pour les participants. Diapositive suivante. Alors, tout de suite, on a pu rassembler un peu dans l'urgence trois patientes qui avaient la COVID-19 et qui nous ont beaucoup aidés à monter notre étude. Et vraiment, elles ont beaucoup insisté sur le lien entre les patients et les professionnels de santé, sur l'accès rapide à une information fiable, mais elles nous ont aussi beaucoup prévenu sur la question du manque de communication à propos des symptômes, sur vraiment, comme disait Marie-Pascale juste avant, des symptômes tout à fait bizarres qui interviennent, souvent qui apparaissent le soir et qui rendent ceux qui en sont atteints très anxieux. Et ils nous avaient aussi demandé de faire ils ont beaucoup travaillé sur la simplification, sur l'adaptation de nos questionnaires pour que vraiment ça soit fait non pas d'abord pour des chercheurs, mais d'abord aussi pour aider les patients dans leur suivi de la COVID-19. Et donc, ils nous ont vraiment beaucoup aidés. Ensuite, alors voilà comment ça se passe. En fait, ceux qui sont dépistés au Centre universitaire de santé McGill, quand ils reçoivent leur dépistage, on va leur proposer de participer à cette étude. Ensuite, ils vont faire un consentement verbal avec notre coordinatrice de recherche, Adriana, et ils vont ensuite avoir un lien avec mon deuxième coordinateur qui est ingénieur, qui va les aider à installer l'application Opal. Ensuite, il y a une vidéoconférence avec eux parce qu'on doit absolument vérifier leur identité puisqu'ils vont avoir accès à l'ensemble des données du dossier médical. Et on leur envoie avec un livreur, si quelqu'un de la famille ne peut pas venir, on leur envoie avec un livreur un oxymètre de pouls pour déterminer leur saturation en oxygène et s'ils n'en ont pas, on plus un thermomètre. Et à partir de là, donc, on va les suivre pendant 14 jours où ils vont rapporter leurs symptômes avec une évaluation tous les jours et un retour par l'infirmier ou l'infirmière. Diapositive suivante. Donc voilà, donc c'est 50 patients qu'on veut suivre. C'est une étude de faisabilité pendant 14 jours. Donc ils ont un questionnaire à répondre pour rapporter leurs symptômes tous les jours. Et toutes les semaines, ils ont des questions un peu plus au niveau pour évaluer leur santé mentale et aussi pour évaluer l'utilité et la facilité d'utilisation de cette application. Diapositive suivante. Et donc, les infirmiers, que vous voyez, nos deux infirmiers de recherche, Lina et Guillaume, eux vont rentrer en contact tous les jours. Après, donc, les participants vont recevoir le questionnaire entre 9h et 10h du matin et on va leur demander de le remplir pour midi. Et nos infirmiers vont vérifier sur le portail, en fait, sur le dashboard qu'ils ont sur leur ordinateur à partir de l'hôpital ou de leur domicile. Ils vont pouvoir vérifier l'ensemble des réponses des participants et en fonction, ils peuvent organiser une téléconsultation par Zoom avec eux ou les référer au médecin qui est de garde pour une téléconsultation s'il y a besoin. Ça peut être aussi donc pour d'autres échanges et si besoin, ils vont pouvoir les transférer directement au service d'urgence ou leur demander d'appeler le 911 pour un transport par ambulance. Diapositive suivante. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on voulait vraiment que les participants aident pour les signes vitaux, en particulier donc rythme cardiaque, tension artérielle, rythme respiratoire, température et donc la saturation en oxygène avec l'oxymètre de pouls. Et on leur a donné des seuils qui sont directement qui sont dans l'application et qui leur permettent donc de prendre des décisions si par hasard ils ne pouvaient pas avoir accès à l'infirmière ou à l'infirmière sur le champ. Diapositive suivante. Et donc on a beaucoup insisté sur les questionnaires et nos patients partenaires nous ont beaucoup insisté sur ces questionnaires d'auto-évaluation quotidien en santé mentale, mais aussi un peu plus poussés chaque semaine autour de l'anxiété, dépression, fatigue et troubles du sommeil. Diapositive suivante. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que c'est un modèle qui est centré sur l'infirmier, avec un message quotidien aux participants. Et bien sûr, on donne aussi, comme je vous l'ai dit, aux participants une conduite à tenir en cas où ils n'arrivent pas à joindre l'infirmier ou l'infirmière pour qu'ils puissent se rendre aux urgences si besoin est. Diapositive suivante. Et donc, on a mis aussi donc, des questionnaires sur la fiabilité de l'intervention pour pouvoir ensuite l'étendre après cette étude pilote.
Diapositive suivante. Donc, pourquoi ça nous semblait important c'est vrai que je suis très heureux de participer et d'élaborer avec Marie-Pascale et toute l'équipe ce programme Techno-Covid Partenariat, parce qu'avec cette application, on pense qu'on peut apporter quelque chose d'intéressant sur un suivi plus sécuritaire à la maison, un accès quotidien aux soins quand on est isolé physiquement. C'est aussi permettre de soigner plus de patients Covid-19 tout en les maintenant en dehors des milieux de soins, pour limiter le risque de transmission. C'est un modèle centré sur les infirmiers et infirmières. On préserve les professionnels de santé. On essaye de maintenir le lien social et d'engager les patients dans leur auto-évaluation. Et vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est d'être prêt pour d'éventuelles prochaines vagues épidémiques si elles devaient arriver. Merci beaucoup. Alors là, vous pouvez continuer peut-être toutes les deux. Oui, alors bonjour. On va vous parler donc du projet de la plateforme de télésuivi et des appels de télésoins qui ont été mis en place au CHUM pour les patients COVID positifs à domicile. Prochaine diapo. Donc, tout d'abord, juste une mise en contexte sur qui nous sommes. Donc, la direction coordination réseau, direction toute jeune, mais qui est issue du Centre d'optimisation des flux réseau, qui a maintenant un peu plus de 3 ans d'existence. Donc, quand on parle de la direction coordination réseau, on fait référence principalement à 3 entités, donc le COF, le Centre d'optimisation des flux réseau, qui inclut le service d'infirmière de liaison, le service d'infirmière de suivi systématique de clientèle, le centre d'appel du COF et la télésanté dans son volet CHUM. On parle aussi du centre d'optimisation pour l'occupation des lits de soins intensifs, donc le COULSI, qui est également un centre d'appel clinique, mais qui a un mandat ministériel, donc une mission réseau, et le centre de coordination de télésanté du RUIS de l'Université de Montréal. Prochaine diapo. Donc, le constat qu'on a fait avant la création de la direction et même du COF, c'était que le réseau sans coordination, c'est un labyrinthe pour tout le monde, c'est un labyrinthe pour les patients, pour les cliniciens, et c'est assez anxiogène. Donc, nous, notre mission au quotidien, c'est de servir de boussole et de repère à tous ces gens-là, aux patients et aux médecins professionnels du réseau, pour bien orienter, dans le fond, le patient pour qu'il se retrouve au bon endroit, au bon moment, en fonction de ses besoins. Prochaine diapo. Donc, sans nous éterniser davantage sur l'offre de service, donc avec notre structure, nos équipes qui sont essentiellement cliniques, composées d'infirmières, mais aussi de médecins, de soutien administratif, on a une vision vraiment réseau. Donc, le mot-clé, c'est la coordination, évidemment, puis les valeurs et les grands objectifs qui nous guident, c'est vraiment de favoriser l'accessibilité au CHUM, mais aussi aux autres instances du réseau pour ce qui est de notre volet plus ministériel, l'équité d'accès, l'équité régionale, mais l'équité dans toutes les déclinaisons possibles de ce terme-là, ainsi que la continuité des trajectoires de soins, autant en amont qu'en aval des trajectoires. Prochaine diapo. On a développé beaucoup de choses en accéléré pendant la pandémie. Alors, si je commence par le volet CHUM, d'abord, le déploiement des téléconsultations a connu une accélération majeure. Alors, au CHUM, on a décidé d'opter principalement pour la technologie REACT, en tout cas en ce qui a trait aux consultations entre les cliniciens et les patients. Donc, on est aujourd'hui à un taux de pénétration de 80 %. Donc, 80 % des spécialités du CHUM utilisent la téléconsultation. C'est une augmentation fulgurante là, si on compare à la situation qui était en vigueur avant la pandémie. Et quand on parle de téléconsultation, nous, on parle vraiment du lien du patient avec son équipe traitante et non seulement le médecin. Donc, on essaie d'y aller avec l'approche vraiment interdisciplinaire. On a aussi développé une ligne téléphonique. On va regarder. On a aussi développé une ligne téléphonique clinique pour les patients, donc une ligne 24/7 avec un numéro unique que vous voyez à l'écran.
où, dans le fond, on a des infirmières qui répondent aux appels en tout temps, qui ont également en tout temps accès à un médecin de garde et où de la téléconsultation peut se faire en mode réact. L'idée était de s'assurer qu'il y ait un filet de sécurité pour tous les patients qui voyaient leur rendez-vous annulé, reporté, qui avaient peur de se présenter à l'hôpital. Donc, l'idée, ça a été vraiment de diffuser ça le plus possible pour nous assurer qu'on n'échappait personne et qu'il n'y avait pas de détérioration de l'état de santé des patients. Et puis, évidemment, ce qui va être plus traité aujourd'hui, c'est le programme de télésoins pour les patients COVID+. Je vais laisser ma collègue Dr Talbot vous en parler. Je terminerai simplement sur l'offre qu'on a développée pendant la pandémie sur le volet réseau pour mentionner quand même que le COULCI, donc le centre d'appel du COULCI, s'est assuré, et le fait encore aujourd'hui d'ailleurs, de coordonner tous les transferts de patients COVID positifs à travers le Québec. Prochaine diapo. Donc, si on s'attarde au programme de télésoins pour les patients COVID, notre clientèle visée, c'était vraiment les patients post-soins au CHUM, c'est-à-dire autant en post-hospitalisation que visite ambulatoire, que salle d'urgence, en prenant en compte que la vaste majorité venait d'un suivi post-hospitalisation. On offrait une télésurveillance avec une application dite Taxio, donc c'est avec un partenaire, c'était l'outil informatique utilisé. Et avec cet outil, on a développé l'interface. Les patients étaient appelés à faire 2 entrées de données par jour. Puis la durée du suivi variait entre quelques jours pour un total de 14 ou 22 jours avec les critères de patients asymptomatiques et sans température, tels que recommandés là, par l'INSP. L'autre chose qu'on a fait et qu'on a mis en place pour les patients qui n'avaient pas la capacité d'utiliser la technologie, on a aussi offert un suivi téléphonique au lieu d'un suivi informatique à raison d'un appel par jour qui était dirigé aux patients, qui reprenait les mêmes questions et la même séquence que sur l'application Taxio. Dans la même veine, au niveau des télésoins, on a créé un stage pour les externes en médecine et un résident qui ont dû être retirés de leur milieu de stage dû à la pandémie. Puis, ces gens étaient attitrés vraiment à la surveillance des paramètres de l'application et des appels téléphoniques aux patients. On s'entendait aussi qu'avec le tableau de bord, s'il y avait une couleur qui s'allumait, donc une réponse ou un seuil franchi, à ce moment-là, il y avait un appel poussé au patient lorsque c'était utilisé sous la forme d'application Taxio pour aller valider les données inquiétantes qu'on pouvait voir sur le tableau de bord suivi par les externes. Le support que Marie-Ève vous a décrit du centre d'appel 24/7 par les infirmières était complémentaire. Donc, le patient recevait aussi une fiche santé au congé de l'ambulatoire ou de l'urgence ou de l'hospitalisation, lui disant que pour tout souci de santé à l'extérieur de sa télésurveillance, il pouvait appeler 24/7 au centre d'appel qui était aussi lié au médecin de garde tel que décrit. Autre diapo, s'il vous plaît. Donc, on en est où aujourd'hui? Le programme de télésoins, donc, ça a débuté le 25 avril et entre le 25 avril et le 17 juin 2020, c'est 107 requêtes télésoins. C'était principalement donc des patients qui ont eu congé d'un séjour hospitalier puis qui n'avaient pas fini la période qu'on appelle de COVID positive aiguë. Donc, ils étaient encore soit en bas de 14-21 jours ou symptomatiques. On a, sur cette cohorte, réussi à utiliser 52 télésoins numériques avec l'application Taxio. Donc, le reste était en télésoins avec l'appel une fois par jour. Puis, 52 des patients ont été de tous les côtés, soit au téléphone ou en Taxio, accepté de participer à l'étude. Puis, on a réussi aussi à garder les médecins de famille dans le continuum de soins, soit 41 notes envoyées aux médecins de famille pour les aviser du suivi télésoins de leur clientèle. Autre diapo.
Ici, c'est les images pour vous montrer l'application Taxio, donc au moment où le patient s'inscrit, puis le type d'interface pour rentrer soit le poids, la température, puis s'il y a des mémos envoyés. On trouve une diapo. C'est un exemple du tableau de bord. Donc, c'est ce que les externes et les infirmières suivent en temps réel pour voir les réponses des patients. Prochaine diapo. Donc, Marie-Pascale a repris au début, mais juste vous dire que tout ce qu'on a déployé, on veut s'assurer qu'on mesure l'impact. Ça fait partie du projet de recherche que Marie-Pascale a présenté au tout début. Puis, l'équipe de la coordination réseau est impliquée particulièrement dans 4 projets tels que décrits sur la diapo. Autre diapo. Je repasse la parole à Marie-Pascale pour les premiers résultats de notre projet Télésoin. Oui, puis je voudrais vraiment profiter pour remercier en particulier Mélissa Taguemont, là, qui est étudiante en médecine et qui très gentiment a été capable en quelques jours de faire 20 appels déjà sur les 52 patients qui ont accepté de participer. Donc là, c'est sur 15 patients que je vais pouvoir vous donner donc le retour. Donc, tout d'abord, l'appréciation du service de suivi à domicile, comme vous pouvez le voir, c'est assez évident. Ça a été excessivement apprécié, que ce soit par les infirmières ou par la solution Taxio. Donc, ça a été vraiment une très, très belle avancée, je pense. Les problèmes rencontrés au niveau du service de télésoins par les infirmières, dans la grande majorité des cas, ça s'est passé de façon très, très simple. Il y avait éventuellement des problèmes de technologie ou à un moment ou à un autre, comme une petite perte de contact, mais c'est vraiment 1 ou 2 personnes à qui c'est arrivé. Et puis, pour Taxio, eh bien, c'est vraiment aucun problème dans 66,70. Et les autres problèmes, c'est aussi des problèmes techniques d'ajustement qui ensuite ont été donc réglés rapidement et qui ont permis de faire en sorte que les personnes soient en contact 24/7 avec l'équipe. Et puis, on va finir ici avec, je laisse la parole aux patients, là, en mettant en évidence le fait que pour eux, en tous les cas, Taxio a été vécu comme quelque chose d'excessivement pertinent. Toutefois, il y a une personne qui a évoqué le fait que ce n'était pas si évident quand on est à la maison de bien définir son état de santé, de bien répondre aux questions. Ils avaient un peu peur, en tous les cas, de ne pas suffisamment bien évaluer leurs symptômes. Donc ça serait intéressant de regarder avec des patients, avec des groupes de patients plus spécifiquement, pour voir de quelle manière on pourrait les aider aussi. Puis on avait aussi pensé introduire des patients accompagnateurs qui ont eu la COVID-19, justement pour les aider aussi à mieux comprendre les symptômes aussi quand ils sont au retour à la maison. Beaucoup de compliments sur les équipes, vraiment, que ce soit à l'hôpital ou par l'intermédiaire du service. Là, c'est des extraits aussi plus larges aussi sur la façon dont les gens ont vécu leur hospitalisation au CHUM. Tout le monde a trouvé ça assez extraordinaire. À tout moment, ils m'ont permis de vivre le moment présent et aussi le personnel très professionnel, très empathique et la protection de tous était maximale. Mais il y a quand même un patient qui nous ramène quand même sur le fait que le contact humain est extrêmement important pour passer au travers d'un virus comme celui-ci et qu'il faut surtout ne jamais le perdre de vue et que si on met en place ces technologies, c'est vraiment en soutien surtout à la relation entre les êtres, que ce soit entre les équipes cliniques, l'équipe clinique et le patient et les proches et l'équipe et les patients. Enfin bref, il faut vraiment que tout le monde arrive à communiquer pour faire en sorte que l'anxiété puisse diminuer ainsi que le sentiment d'isolement tout en gardant un très haut niveau de sécurité des soins permettant d'éviter toute contamination. Voilà, donc nous aurions fini notre présentation, puis on serait prêt à prendre donc des questions. Alors, merci pour cette présentation qui avait vraiment beaucoup d'informations et qui démontre l'énergie que vous avez dû déployer pour formuler et déposer une demande de fonds si rapidement. J'invite donc les gens à utiliser la barre qui est dans le bas de l'écran, soit le chat ou le clavardage pour formuler vos questions qui apparaîtront dans la boîte des échanges.
En attendant qu'il y ait des questions, je peux peut-être démarrer avec une question pour le docteur Leboucher. Vous avez colligé ou vous êtes en train de colliger des données qui viennent de plusieurs sources. Donc, il y a au moins 4 sources biologiques. Puis après ça, il y a des rapports quotidiens de l'état de bien-être, qualité de vie, etc. Quel type d'analyse vous allez utiliser pour être capable de faire le parallèle entre l'évolution des symptômes et, physiques de ce qui se passe au niveau psychosocial? Alors, c'est sûr qu'on va... c'est une excellente question. Nous, notre premier objectif, c'est vraiment la faisabilité. Donc, on veut vraiment regarder, en fait, comment les participants vont pouvoir l'utiliser. Donc, on a un certain nombre de questionnaires qui ont tous été approuvés, des questionnaires promis, etc. Donc, on va pouvoir utiliser pour valider, en fait, si vraiment l'application peut être vraiment efficace, en fait, pour suivre les patients à domicile. Et c'est sûr que là, c'est ce qu'on est en train aussi de regarder, c'est comment on peut faire. On voudrait regarder surtout au niveau des trajectoires de soins, en fait, pour regarder comment on pourrait, parce qu'on voit bien qu'on va se retrouver face à 2 scénarios. On va se retrouver à un premier scénario où c'est des participants qui vont avoir des symptômes assez minimes, vraisemblablement, faciles à suivre, mais on risque d'avoir, il y a une étude qui a été faite à distance par téléphone en Ontario et qui a montré qu'il y avait à peu près 10% qui avaient besoin ensuite d'être référés par détérioration des symptômes, qui devaient être référés ensuite au service d'urgence. Donc là, c'est vraiment au niveau de cette deuxième partie où on veut vraiment être très attentif. On va essayer de regarder comment on peut voir au mieux comment faire ça et pourquoi pas essayer de regarder si on pouvait avoir même des éléments prédicteurs de ça pour aider les patients et les suivre au mieux. OK. Et vous avez 8 projets dans ça. Je vois qu'il y a une question juste dans le clavardage. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui formulent des félicitations et des remerciements. Alors, bravo à tous. Il y a une question qui vient de la part de Vincent Poitou. Donc, on dit merci à toutes, tous et toutes. Super présentation. Quels sont parmi les outils / mesures que vous avez mis en place ceux qui seraient intéressants de rendre pérennes après la pandémie? Par ailleurs, quels obstacles structurels avez-vous rencontrés pour l'implantation de ces différentes mesures? Je peux commencer et puis après, je laisserai la parole peut-être à vous trois. D'abord, dans les mesures, c'est une excellente question. Je pense qu'on est en train d'apprendre, par exemple, sur le côté de notre communauté virtuelle de bénévoles, comme quoi il pourrait y avoir plusieurs modalités de présence de bénévoles sur l'établissement. La même chose d'ailleurs pour les patients accompagnateurs. On privilégie évidemment la présence sur place dans l'établissement, mais on se rend compte aussi que par téléphone et par visioconférence, on peut vraiment faire des choses assez étonnantes. Tous les développements technologiques, que ce soit le robot ou les objets connectés, finalement, ça a été une opportunité assez exceptionnelle de rentrer des nouvelles technologies dans l'établissement et qu'on veut absolument rendre pérennes pour la suite. Donc, on est vraiment dans cette voie-là. Je vais laisser évidemment Annie et puis Marie-Ève répondre sur le côté du suivi à domicile, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on a appris de façon assez spectaculaire. Puis pour répondre juste un tout petit peu sur ta question sur le côté structurel, étonnamment, franchement, là, on n'a pas eu trop de résistance. Le problème, c'est plus le problème de temps et la manière de commencer à d'amener ces nouvelles technologies. Mais il y a eu quand même, en particulier pour React, par exemple, là, je pense que tu pourras aussi réagir, Annie, là, mais il y a eu quand même surtout par exemple pour les professionnels de la direction des services multi qui ont vraiment vu une valeur ajoutée assez incroyable. Ils l'utilisaient déjà, mais là, ça a été comme un moyen de vraiment se l'approprier encore plus. Donc, on voit vraiment des endroits, en tous les cas, où il y a eu une capacité d'intégrer la technologie qui nous donne en tout cas espoir que ça va se continuer de façon très positive. Alors, je vais te laisser là-dessus. Là, je pense, Annie, tu as des choses intéressantes là, à nous partager. Là. J'avais mon doigt sur le mute. Je voulais attendre quand c'était le bon moment. Alors, bonjour.
Je voulais juste rajouter différents points pour ce qui est de poursuivre dans le temps. C'est sûr qu'on a eu la chance de travailler rapidement avec une équipe d'externes. Donc, à ce stade-ci, tout ce qui va être télésoins, que ce soit COVID ou autres maladies chroniques, on est en réflexion, comment on travaille avec les équipes existantes, les équipes de suivi systématique pour dire quelque chose, ou les équipes aux soins ambulatoires pour rendre cette offre de service possible dans d'autres types de maladies, puis qui fera le suivi du tableau de bord. Donc ça, c'est une réalité. Pour l'autre point, je dirais aussi que vous avez nommé dans les problématiques le support technologique. Donc, encore une fois, pendant la pandémie, on a eu la chance d'avoir accès on a créé une équipe de support technologique aux usagers qui a été bien accueillie et très, très aidant. Comment on garde ça dans le temps? Parce qu'à chaque fois que tu introduis une nouvelle technologie, il faut aussi accepter la limite de cette technologie-là. Donc, c'est des choses à réfléchir pour le futur. Puis aussi, il faut rester réaliste qu'une majorité de la population ne peut pas ou n'ont pas les capacités d'utiliser des nouvelles technologies. Fait qu'il faut aussi avoir un plan B pour ne pas pénaliser ces gens-là, qui a été pour nous la ligne téléphonique traditionnelle. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ces points. Est-ce que Marie-Ève, tu as autre chose? Non, ça va? Voilà. Et Bertrand, tu veux réagir? Nous, en fait, on a eu aussi beaucoup de support au niveau de l'institution, à tous les points de vue, que ce soit au niveau du comité d'éthique, que ce soit au niveau du service de centre de test, de dépistage. C'est plus des contraintes techniques qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'a eu que quelques semaines pour adapter Opal pour le suivi à domicile, et en particulier pour faire la reconnaissance d'identité, la vérification d'identité à distance, parce qu'habituellement, les patients pouvaient récupérer Opal et ouvrir un compte Opal à l'hôpital. Donc, il a fallu changer tout ça. Donc là, on est presque prêt pour… Donc, c'était plus des contraintes techniques, mais je ne peux pas dire au niveau institutionnel qu'on a eu trop de problèmes. Au contraire, on a été bien soutenus. Et bien sûr, l'idée après, pour nous, c'est de continuer d'utiliser Opal, en particulier pour l'ensemble des pathologies chroniques qui sont suivies au CUSUM, et aussi donc le proposer à d'autres centres hospitaliers, comme ça se fait déjà en oncologie à travers le Québec. Et puis aussi, l'idée, donc, c'est de vraiment pouvoir… notre étape suivante pour nous, c'est pour les soins du VIH, à partir normalement du mois de septembre, et ensuite après, de regarder comment on va pouvoir progressivement Mais c'est sûr que cette pandémie nous a extrêmement aidés, parce que des choses qui auraient pu mettre des années ont été faites en une semaine. Et je voudrais rajouter une chose sur le projet 1, là, quand on a distribué les téléphones pour les patients. J'ai eu un contact avec une gestionnaire qui disait, mais c'est vraiment à garder maintenant dans nos pratiques. Il faut vraiment qu'on s'assure que les patients ont bien un accès à leur famille. Et s'ils n'ont pas de téléphone eux-mêmes, il faut qu'on soit capable à l'hôpital d'être sûr qu'ils ont au moins ou un téléphone ou une tablette, et qu'on les aide à être en contact. Et que ça doit rentrer même dans le plan de soins. Donc ça, j'ai trouvé ça remarquable. OK, bon, merci beaucoup. Et d'ailleurs, je peux peut-être enchaîner. Il nous reste à peu près 5 ou 6 minutes pour le suivi. Et il y a une autre question qui vient de Perrine Ferré. Il y a quelqu'un qui a… Est-ce qu'on peut demander de fermer les micros? Merci. Alors, une question de la part de Perrine Ferré qui est curieuse de savoir quel pourcentage des participants ont dû justement être exclus par manque d'accès aux technologies, donc pas d'Internet, pas d'ordi, mais peut-être aussi de littératie. Donc, c'est des gens qui avaient de la difficulté à transiger ou interagir avec les modes technologiques. De notre côté, pour ce qui est télésoins COVID, c'est 52 patients sur 107 qui ont accepté donc le télésoin, donc un petit peu moins que 50% là, pour le suivi. Puis les raisons étaient multiples, comme vous venez de dire, Mme Gauvin, soit parce qu'il n'y avait pas Internet, ou parce qu'il n'y avait pas d'appareil intelligent, parce qu'ils ne se sentaient pas assez en forme pour aller sur la part de l'inconnu, puis on choisit à ce moment-là d'y aller avec un suivi téléphonique. OK. Excellent. Peut-être aussi, si je peux, il y a une autre question qui vient de la part de Jean-François
qui nous demande, qui mentionne, qui vous félicite aussi pour la présentation et les initiatives qui ont été prises et se demande, dans l'ère post-COVID, sera-t-il réalisable d'inclure vos initiatives de télésoins dans la formation des étudiants en médecine et des résidents? Qu'est-ce que vous réfléchissez actuellement en lien avec ça? Tout à fait. Bien, premièrement, merci pour les commentaires positifs. Oui, tout à fait. En fait, on regarde comment on peut avoir un stage à option pour les externes ou les résidents. Donc, on est en processus pour voir si on ne peut pas pérenniser ce stage-là. Donc, ça, c'est une chose. Pour ce qui est de l'enseignement aux étudiants, c'est toute la notion de télésoins dans la prise en charge d'une trajectoire de patient. Donc, à partir du moment où on va enseigner davantage la trajectoire de patient, inévitablement, je pense que les télésoins en font partie. Fait que ça serait bien de penser il y a un son en même temps. Donc, on est tout à fait d'accord. Donc, on est stage plus externat résidence, mais à l'université et à la faculté pour les étudiants en médecine, c'est un très bon point. Oui, puis on travaille ensemble avec Jean-François là-dessus. On vient de finir un rapport. On est en train de finir un rapport justement sur la connaissance des étudiants actuellement sur toutes ces nouvelles technologies et je pense qu'on a un peu de travail à faire. Oui. Une autre question qui est intéressante ici, qui vient de Mawagawi. Est-ce que vous avez des participants qui provenaient de CHSLD? Et est-ce qu'il y a des aménagements particuliers? Moi, je me permets de rajouter, est-ce qu'il y a des aménagements particuliers à faire dans ces circonstances-là? En fait, on n'a pas, ce sont des patients qui devaient être à domicile parce que c'était des suivis COVID à domicile, donc il n'y avait pas de professionnels de la santé au chevet. Donc, même si c'était peut-être pas optimal le ratio professionnel de la santé dans certains établissements, ça ne faisait pas partie. Ceci étant dit, on a eu un patient qui devait retourner à domicile, mais finalement est allé dans une résidence qui, lui, avait déjà fait son processus d'AXIO avant son départ de l'hôpital, qui tenait absolument. Fait qu'il avait son suivi avec son professionnel de la santé tous les jours dans sa résidence, mais à la fois Taxio avec nous. Lui, il ne démordait pas, mais c'est un cas d'exception puisque c'est vraiment à domicile sans autre professionnel de la santé. Excellent. Alors, oui, vas-y Marie-Pascale. Et Bertrand, est-ce que toi, tu avais, éventuellement cette population-là dans votre test ou pas du tout? Non, pas du tout. Nous, on prendra, en fait, pour l'instant, on va prendre que ceux qui passent par le centre de dépistage du CUSUM, les centres de dépistage du CUSUM. Après, on verra en fonction de l'évolution de l'épidémie au Québec si on ouvre ou pas. Et on n'a pas prévu, nous, c'est le suivi à domicile. Donc, on n'a pas prévu pour l'instant d'intégrer des patients qui sont dans des CHSLD ou dans des structures intermédiaires privées. Mais à voir pour les étapes suivantes, c'est une excellente question et proposition. Excellent. Alors, je pense qu'on pourrait continuer à échanger et poser des questions encore pour longtemps. Mais notre temps est écoulé. Il est 13h58. Nous avons jusqu'à 14h. Donc, je me permets de vous dire un grand merci et au même titre que plusieurs des personnes qui participent. Et on va vous inviter à venir partager les résultats une seconde fois à l'automne quand ça sera disponible, peut-être un petit peu moins dans l'urgence. Mais je rappelle aux gens que c'était notre dernière conférence du CRCHUM du vendredi. Nous reprendrons à l'automne et on vous invite à prendre connaissance des informations qui seront circulées à partir du Centre de recherche du CHUM. Un gros merci, bonne continuation. On a très hâte de voir la suite des résultats. Merci. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.